Vendredi 25 avril 2014. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation Week-end. À la une de l'actualité, le secrétaire général de l'OEA, José Miguel Insulza, appelle les acteurs politiques haïtiens à œuvrer pour l'organisation des prochaines élections. Le dossier d'Haïti sera à l'ordre du jour ce samedi lors d'une réunion de l'Organisation des États américains. Une initiative qui intervient au lendemain des déclarations d'une parlementaire américaine, Ileana Ros-Lehtinen, ciblant les sénateurs haïtiens comme responsables du blocage. Des propos inacceptables déplorent la fusion des sociaux-démocrates. La fusion soutient par ailleurs la grève des enseignants qui réclament de l'État le respect des engagements pris le 24 janvier dernier. Les employés de l'ONA, plus que jamais déterminés dans leur mouvement pour obtenir le départ du directeur général Bernard Degraff, accusé de corruption et de gabegie administrative. Lors d'un sitting ce vendredi devant les locaux de la Cour des comptes, les protestataires ont appelé les juges du tribunal administratif à enquêter sur la gestion du directeur général de l'ONA. À l'étranger, la situation reste tendue dans l'est de l'Ukraine. Les États-Unis renforcent leur présence dans la région et les forces russes se livrent à des exercices militaires. Un hélicoptère ukrainien a explosé. Le Premier ministre ukrainien accuse la Russie de vouloir lancer, nous citons, une troisième guerre mondiale. En sport, l'ex-entraîneur du FC Barcelone, Tito Vilanova, 45 ans, est décédé ce vendredi. Il souffrait d'un cancer de la glande parotide depuis 2011. L'annonce de la mort de Tito Vilanova bouleverse la Catalogne et la planète du football. Madame, Monsieur, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De recherche, bienvenue dans le développement du journal. Le secrétaire général de l'OEA, José Miguel Insulza, appelle les acteurs politiques haïtiens à œuvrer pour l'organisation des prochaines élections. Il est impératif que les élections aient lieu dans le pays, selon la conclusion de l'observation détaillée des événements politiques en Haïti que l'OEA affirme avoir effectué, se disant prête à dépêcher une mission d'observation pour accompagner le processus électoral, garant de la stabilité démocratique dans le pays. Le groupe des Amis d'Haïti de l'OEA doit se réunir ce samedi pour débattre de la question et envisager l'adoption d'une déclaration selon une note de l'organisation hémisphérique dont le numéro 1 dit noter que le processus inter-haïtien a atteint un point de stagnation marqué par l'absence d'accord tangible autour d'un calendrier électoral. Pour son 9e anniversaire, la fusion des sociaux-démocrates a inauguré ce vendredi son nouveau local. L'occasion pour les dirigeants de déplorer les déclarations de la représentante de la Floride à la Chambre des représentants, Ileana Ros-Lehtinen, qui presse les sénateurs de voter les amendements à la loi électorale. L'un des dirigeants, Victor Benoît, rappelle que les autorités haïtiennes n'ont d'ordre à recevoir de personne indépendamment de son rang ou de sa position. Il trouve d'ailleurs normal que les sénateurs posent des conditions pour plancher sur les amendements à la loi électorale proposés par le chef de l'État. Pour sa part, le secrétaire général du parti, Rosemont Pradel, se dit inquiet de la situation socio-politique du pays, susceptible de dégrader si les élections ne sont pas organisées cette année. Je ne pense pas que nous-mêmes, Haïtiens, nous sommes capables d'aller aux États-Unis pour nous dire que le Congrès américain, ça pour le faire. Donc, quelle que soit l'autorité dans le monde, il n'y a pas pour le passer Haïti l'ordre. Cela dit, je pense que les dirigeants politiques pays, principalement les gens qui ont la tête pays, pour pouvoir exécutif là, il faut nous dire qu'ils sont responsables si les étrangers capables de venir passer l'ordre comme ça. Parce qu'il y a longtemps, depuis 3 ans, pour l'élection des fêtes,
élection faite pour fait. Ce n'est pas étranger pour dire non et que vous faites, parce que c'est une obligation démocratique, c'est une obligation constitutionnelle que liée. Afin que, je dis pour le Sénat voter loi électorale là. Même parce que pour ça me demander, c'est pas le sénateur qui dit qu'il ne pas voter loi électorale, seulement il pose des conditions. Et c'est droit en tant que sénateur, en tant que parlementaire, co-détenteur de la souveraineté nationale, pour pouvoir exécutif là bon bagaille, et que dit que tel aspect que il n'est pas d'accord avec lui, au niveau de la procédure, c'est pas pour ça que c'est fait. Comment nous avons une situation, nous avons avec un pile d'inquiétude. Nous avons un pile d'inquiétude et dans le texte que nous lisons là, ou après nous exprimer l'inquiétude. Nous disons qu'il y a une catastrophe annoncée qui est là. Parce que ça qu'a fait là, nous sans les retrouver dans fin d'année à pas gagner élection, que l'exécutif l'a viré tourner pour ne pas faire élection. Et en janvier, où on déblosaille qui pétait dans le pays et où par contre, côté pour la veille. Nous exprimons l'inquiétude ça. La présidente de la fusion des sociaux-démocrates dénonce les dérives de l'administration du président Michel Martelly. Edmond Supplice-Bozil est remonté contre le chef de l'État qui observe sans broncher la crise à l'Office national d'assurance vieillesse ONA, paralysé par une grève des employés depuis un mois. Elle encourage les protestataires à aller jusqu'au bout de leur mouvement. Elle affirme également que la fusion soutient le mot d'ordre de grève lancé par des syndicats d'enseignants qui réclament de l'État le respect des engagements pris le 24 janvier dernier et qui vont dans le sens d'une amélioration des conditions de travail des enseignants des écoles publiques. Fusion profiter moment ça pour dénoncer le fait qu'il y a des groupes politiques qui ont pour faire manifestation et que la police n'est pas là pour recevoir de mandio, a fait marronnage pour recevoir de mandio, ce que la Constitution prévoit déjà. Fusion profiter moment ça tout pour lui dénoncer le comportement exécutif là. Dans gens a géré dossier syndical. Je dis nous-mêmes dans fusion nous soutenons et grève que syndicat enseignants a lancé sur tout territoire pour forcer pouvoir l'État respecter l'engagement qui était pris depuis 24 janvier. Tout pouvoir l'État qui ça qui gagne pour voter loi, qui ça qui gagne pour exécuter loi qui votait, nous demandons au plus vite pour bailler réponse à demande syndicaliste. Programme BNC a entendu que y a mis en veilleuse. Programme crédit PAM. Nous dénonçons et demandons que c'est pas même des crédits dans le pays d'Haïti, son luxe accès à crédit. Fusion profiter journée aujourd'hui. Pendant que la mené bataille depuis 9 ans de combat. Pour aujourd'hui, nous disons que des acquis que nous avons gagnés, nous ne pouvons pas accepter que pouvoir ça retirer le nom. Crise dans ONA ça a duré trop. Nous demandons employés ONA pour camper king des revendications et fusion des haines pour nous dire que c'est pour nous qu'un bataille la jouk Maïmi pour permettre que yo retirer directeur ça dans ONA. Malheureusement pouvoir en Haïti c'est blanc nous attendez. Mais si on t'attendait nous yo pas là. Mais nous te dit on nous fait élection avec urne électronique avec appui Brésil. Nous te dit, on nous fait élection citoyenne avec étudiants, professionnels, et le SAM pas besoin d'argent blanc. Mais laissez l'argent étranger pour payer l'élection, c'est normal pour comprendre que vous avez un dictat. Les employés de l'ONA, plus que jamais déterminés dans leur mouvement pour obtenir le départ du directeur général Bernard Degraff accusé de corruption. Cela fait un mois depuis que l'ONA est paralysée. Lors d'un sitting ce vendredi devant les locaux de la Cour des comptes, les protestataires ont appelé les juges du tribunal administratif à enquêter sur la gestion du directeur général de l'ONA. Reportage Obenson Joseph. Exactement un mois ce vendredi 25 avril, depuis que le siège social de l'ONA est paralysé à Delma 17. Des employés réclament la révocation du directeur général Bernard Degraff, accusé notamment de malversation et de gabegie administrative. Ce vendredi, pancarte en main, les protestataires s'étaient donné rendez-vous devant les locaux de la Cour supérieure des comptes pour exiger un audit sur la gestion de Bernard Degraff. Nous venons porter tout dossier malversation M. Bernard Degraff fait en dedans l'ONA. Nous demandons que pour
al fait audit dans ONA. Comme Cour supérieure des comptes lui-même, c'est juge, il est là pour le juger. Nous venons pour nous faire le temps de voir nous. Pour Cour des comptes, pour décision, contre gestion M. Bernard de Graff. Nous venons demander, regardez lui-même là, si supérieur des comptes pour prendre responsabilité. Parce que c'est lui-même qui a sorti 20 pour arrêter tout directeur qui peut voler ça. Les employés rejettent par ailleurs l'appel du directeur général à reprendre le travail sous la protection de la police. Ils sont catégoriques. Ils ne veulent plus de Bernard de Graff à la tête de l'ONA. Si tout le monde ne répond avec l'appel de l'IFEA, c'est que nous ne pas reconnaître l'autorité que l'IGE gagne pour diriger boîte là encore. Nous ne pas faire appel, nous ne pas reconnaître l'autorité M. de Graff. Là, on a parlé, on a dit que entrer dans conscience pour ça la faire employeur parce qu'il pas de comprendre. Mais monsieur n'a pas qu'à éviter nous parce que nous-mêmes depuis 26 mars nous ne pas reconnaître l'existence de monsieur ça. Nous demandons départ et arrestation monsieur Bernard de Graff. De Graff fait trop malversation. Nous n'avons pas une chance encore. Demander et gouvernement pour prendre responsabilité pour envoyer des Graff aller parce que nous ne sommes pas capables encore. Dans une note en date du 23 avril, le directeur général de l'ONA a dénoncé, nous citons, des combinards qui seraient derrière ce mouvement de contestation. Les protestataires rappellent que depuis l'arrivée de Bernard de Graff à l'ONA, il s'est évertué à éliminer pratiquement tous les avantages sociaux qui font partie de leurs conditions de travail, telles assurance, précieux cotisations. Leurs revendications sont justes, ont-ils souligné. C'était un mouvement politique. Je crois que l'employé de l'État n'a pas quantité d'après. On est déjà très minime. Si c'est politique, c'est M. Bernard de Graff qui a fait des bagages politiques. Ça, c'est un bagage qui est juste, n'a pas défendu. C'est des Graff couper tout avantage nous, qui couper tout cadre nous, sont fait normal pour nous révolter contre des Graff. Non, non, il va pas aussi des employés. Nous sommes des employés, tout le monde qui l'a ses employés. N'a pas retiré droit nous. Nous avons toujours dit que nous avons une politique parce que nous connaissons que nous ne pouvons pas réussir le mouvement. Jusqu'à maintenant, nous campons ferme. Un mois depuis que le mouvement de protestation bat son plein à l'ONA. En plus de la paralysie des activités au sein de l'institution, le 16 avril dernier, Pierre-Martin d'Ambreville, le vice-président du syndicat, a été grièvement blessé par balle par un agent de sécurité du directeur Bernard de Graff. Le silence de l'exécutif sur ce dossier est de plus en plus inquiétant. La porte-parole de l'organisation Bataille ouvrière et membre du conseil d'administration des organes de sécurité sociale, Yannick Etienne, appelle à la démission du directeur général de l'ONA, Bernard de Graff. C'est une position personnelle et je la défends à chaque réunion du chaos, a dit Mme Etienne, estimant que Bernard de Graff a perdu le contrôle de l'institution. Elle ajoute que plusieurs employés ont été révoqués de manière arbitraire et illégale. Elle fait aussi état de rapports compliqués entre la direction de l'ONA et le chaos. Chaos là, en correspondance avec direction directeur général là, plus particulièrement, Bernard de Graff. Bon, rapport est assez compliqué parce que et gagner des instructions que conseil supérieur, conseil et administration dit pour qu'il fait que les mêmes n'est pas d'accord. Donc ça mène. Par exemple, nous demandons pour former cellule de crise là. OK? Nous-mêmes, nous pensons que si nous formons une cellule de crise, il faut que ce cellule de crise qui gagne des gens, que tous deux parties sont d'accord, sont en confiance. En confiance. Moun que et direction générale la voyé pour qui représente dans la cellule de crise là, pour chaos, il pas permettre que ait confiance pour nous résoudre question. Le que écrit directeur pour dire que n'est pas possible pour tel monde dans cellule là, il répond il dit même il pas changer position. Vu la situation, directeur général l'a pas arrêté. Ça c'est position personnelle mais ça c'est pas position chaos. Position personnelle mais il aime débattre en dans chaos c'est samedi. Gros problème moral, c'est-à-dire que pour que un gros directeur qui vilipende, qui tout bagaille ça etc., qui fait tout bagaille ça qui figure directeur ça capable de gagner pour rentrer dans l'institution, c'est-à-dire autorité en question, moralité en question, et donc il n'y a pas bien, donc il y a un problème pour fonctionner en tant que directeur. Donc pour moi-même, en lui-même, directeur a été doué que un problème là, il n'est pas arrêté à la tête de l'institution. Deuxièmement,
ça fait des semaines, des gens qui attendent si comme pensionnés, etc., des gens qui souffrent, employés, qui pas touchés. Donc ça doit une question de préoccupation pour dire si il y a un problème, il n'y a pas de problème. Parce que il n'y a pas dit qu'il n'y a pas de boîte, on a. Il dit c'est directeur, il n'y a pas de enquête que nous faisons, nous relatons. Ouais, que gagne tout un série de problèmes, problème autoritarisme, problème révocation arbitraire, révocation illégale. Donc, en d'autres termes, un conflit de travail qui vient à roussi là, qui vient pissanti. Donc, conflit de travail là, directeur lui-même il perd du contrôle de la situation. Le gouvernement haïtien réaffirme sa volonté d'appliquer la politique de tolérance zéro contre tout individu impliqué dans des actes répréhensibles, dont des enlèvements contre rançon et les trafics de la drogue. Nous sommes déterminés à rétablir l'ordre, quel que soit le prix à payer, a dit le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Maître Jean-Renel Sanon, mercredi, lors d'un conseil de gouvernement. Il assure que les autorités traiteront avec la dernière rigueur les kidnappeurs et les trafiquants de drogue, ainsi que tout individu qui les héberge ou les transporte dans leur véhicule. Le Premier ministre Laurent Lamotte a renchéri qu'aucun kidnappeur ou ni drogue dealer ne bénéficie d'une protection politique de la part du chef de l'État, du Premier ministre ou d'un autre membre de l'équipe gouvernementale. Les forces de l'ordre ont toute la latitude de travailler au maintien d'un climat de paix dans le pays, a affirmé Laurent Lamotte. Un sujet qui fait actualité à dessein, parce que vous savez, dans ce pays, il y a des gens qui font profession de mentir, de médire, d'inventer des méchancetés, et pas même dans le souci de causer la peine à un individu, mais sont dans une sorte de souci d'autodestruction. L'homme dit parce que ces pays a des attaqués. Soit affaire de Bas Galil, la familia, qui a parlé dans le pays. Qui ça lié? Il faut mise en contexte. C'est pour moi tout dans le ciel qui tombe sur la terre, c'est la police qui, en exécution des instructions que le gouvernement baille pour endiguer le phénomène de criminalité dans le pays. Et dans le souci aussi pour renforcer l'état de droit dans le pays, nous avons instruction de demander à la police zéro tolérance dans le domaine de ça. Et c'est ça qui fait suite à un kidnapping, ils arrivent à mettre la main sur un individu qui conduit à d'autres individus, d'où un phénomène qui voit le jour, et puis vous entendez que avec des supputations, les unes plus méchantes que les autres, ils disent oui, gang Galil, base Galil, quel était base revolver, quel base couteau, c'est pas mal que regardez. Nous-mêmes, nous travaillons à faire, c'est l'ordre d'appeler dans le pays, et l'ordre d'appeler quel qu'en soit le prix. Et à partir de ça, nous avons parlé de gens qui bénéficient de votre protection politique des personnalités. On dit que ni président de la République, là, ni Premier ministre, là, ni ministre, ni aucun autre ministre du gouvernement, ni aucun directeur général qui est dans le gouvernement pays à tout, nous pas aucun monde qui a une protection politique. Le mot d'ordre, c'est instruction formelle, c'est zéro tolérance. Kidnapping pas, voler paix pas, assassin pas, criminel pas, drogue dealer pas, corruption pas, contrebande pas. Au monde qui est c'est au monde qui fait kidnapping, qui vole, qui vend drogue, la carrière, moun ça depuis que ça, la police, la justice a été scellé ce cas là. Si on monde prend machine ou a proviser, ou a flâner pour nous mener dans de tous côtés, ou a la grand parce que moun ça crive, non, on ne plaisante pas, hein, ça crive pour nous, c'est lui qui a pris tout. Message là clair et net, zéro tolérance et j'aime d'abdil d'aller, kidnappeur, drogue dealer, pas besoin de protection politique en un gouvernement. Donc la police là, il y a toute l'attitude pour le travail, pour que nous soyons capables de camber le climat, que nous travaillons dur pour lui, travaillons dur en pile pour nous arriver à la sécurité dans le pays.
Autre point de l'actualité, les menaces naturelles et vulnérabilité d'Haïti face aux catastrophes naturelles. C'est autour de ce thème que la POHDH a organisé une conférence débat dans le cadre des vendredis de la plateforme. Le secrétaire exécutif de la POHDH, Antonal Mortimé, dit croire qu'il est essentiel que le gouvernement prenne des dispositions pour protéger la population, notamment en mettant en œuvre des mesures visant la réduction de la vulnérabilité du pays par rapport aux catastrophes naturelles. C'est une question de droits humains, a dit M. Mortimé, qui encourage l'élaboration d'un code de construction qui respecte la dignité et les droits des citoyens, notamment le droit à la vie. Objectif conférence matin, c'est une vendredi plateforme. POHDH a décidé de faire liste sur menaces naturelles et catastrophes naturelles. Et pour nous faire ça, nous avons invité l'ingénieur Claude Pepti, qui est géologue, et qui lui-même est venu dire nous qui gros problème qui gagne dans le risque sismique, qui catastrophe ça capable de poser et qui précaution surtout pour nous. Pour qui ça nous choisi faire conférence sur ce thème là. Bon, nous connaissons l'espace vendredi de la plateforme son activité habituelle plateforme fait chaque mois pour nous réfléchir sur des sujets qui ont rapport avec le monde, mais nous croyons question catastrophe, question menaces naturelles, catastrophes naturelles, des fois cause de violation de monde, surtout droit à la vie, droit à la santé, et qui des fois détruit bien monde. Donc nous croyons c'est important pour nous réfléchir jeudi sur thème ça qui sont thèmes d'intérêt public. Mais l'autre raison qui fait nous choisir le tout, c'est parce que dans quelques jours nous pourrons commencer en saison cyclone. Donc on est ça veut dire ici saison cyclone provoquer inondation, parfois provoquer sécheresse et capable de plusieurs pertes de vie, pertes en vie humaine, capable de perte en matériel ou bien monio. Et peut-être ça, nous-mêmes, nous pensons, en tant que regroupement d'organisations sociales, nous sommes capables de participer tout, de sensibiliser public qui compte participer dans la conférence, débat, dans la vendredi de la plateforme, mais sensibiliser tout l'opinion publique là. Donc pour ton coup de pouce, l'État et encourager l'État tout prendre des dispositions pour l'y encourager, un code de construction, gagner une étude qui fait sous sol avant de construire, en façon capable de protéger droit monio, en particulier droit à la vie. C'est l'ingénieur géologue Claude Pepti qui a animé cette conférence débat. Il soutient que les menaces sismiques ou cycloniques ne constituent pas en soi le plus gros danger auquel le pays doit faire face. Ce qui compte, a-t-il dit, ce sont les mesures qui sont adoptées pour réduire la vulnérabilité du pays par rapport à ces catastrophes. D'autres pays comme le Japon et le Chili sont également exposés à des menaces sismiques, mais leurs dirigeants ont pris un trait de mesure pour limiter les dégâts, notamment en termes de pertes en vies humaines, a-t-il souligné. Il reconnaît cependant que la mise en place d'un véritable programme de réduction de la vulnérabilité du pays prendra du temps compte tenu de la situation avant le tremblement de terre de janvier 2010. Haïti, pour situer l'échelle catastrophe, il faut regarder les spécificités, qui côté situé du point de vue géographique. Et on parle de catastrophe, même pas un terme catastrophe naturelle là, parce que il y a catastrophe lorsque le monde pas prend des mesures pour éviter catastrophe là. Nous sommes capables d'éviter catastrophe là, parce que catastrophe là arrive lorsque nous mal gérer la vulnérabilité nous. Nous pas capables d'agir sur menaces, sur aléas, nous sommes capables de réduire la vulnérabilité. Donc il y a un pile pays qui est situé dans des positions extrêmement différentes, extrêmement délicates. On prend le Chili, on prend le Japon. Et pourtant, ils ont géré le problème par une catastrophe. Donc Haïti situé son plaque, effectivement, nous avons des montagnes, donc il y a des problèmes d'érosion, il y a des problèmes de cyclone, il y a des problèmes d'inondation. Donc il y a toute qualité de type de menace qui est capable d'affecter nous. Donc c'est prendre conscience de menaces une après l'autre, ensuite qui mesure que nous n'avons pas adopté pour que nous fassions face à eux-mêmes afin que nous réduisons la vulnérabilité de la population. La recommandation, c'est prendre conscience de menaces qui est capable d'affecter le pays. Ensuite, établir un plan de prévention avec un plan de préparation pour que chaque type de menace, nous connaissons qui gens qui nous fait face à eux-mêmes et pour que à long terme, nous sommes capables de réduire la vulnérabilité de la population. Compte tenu de l'état de vulnérabilité nous avant 12 janvier, c'est très difficile après 3 ans, 4 ans pour dire que la situation a changé drastiquement. Ça prend un peu de temps
avant que ça change. Il faut un programme de réduction de la vulnérabilité, il faut une planification à l'ensemble du pays pour qu'on ait exactement qui gens qui va réduire la vulnérabilité. Donc c'est mettre en œuvre ce programme ça pour que dans 15 ans, 20 ans, 30 ans, on essayer de faire le bilan pour voir vraiment si la vulnérabilité a réduit. Mais en 2 ans, 3 ans, c'est très difficile. Il y a un pile de choses qui fait, ou pas assez de recul pour dire que ça est capable d'influencer la réduction de la vulnérabilité. Nous sommes à la fin de ce journal, mais juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Le secrétaire général de l'OEA, José Miguel Insulza, appelle les acteurs politiques haïtiens à œuvrer pour l'organisation des prochaines élections. Le dossier d'Haïti sera à l'ordre du jour ce samedi lors d'une réunion de l'Organisation des États américains. Une initiative qui intervient au lendemain des déclarations de la parlementaire américaine et la Royce Lieutenant, ciblant les sénateurs haïtiens comme responsables du blocage. Des propos inacceptables déplorent la fusion des sociaux-démocrates. La fusion soutient par ailleurs la grève des enseignants qui réclament de l'État le respect des engagements pris le 24 janvier dernier. Les employés de l'ONA, plus que jamais déterminés dans leur mouvement pour obtenir le départ du directeur général Bernard Degraff, accusé de corruption et de gabegies administratives. Lors d'un sitting ce vendredi devant les locaux de la Cour des comptes, les protestataires ont appelé les juges du tribunal administratif à enquêter sur la gestion du directeur général de l'ONA. À l'étranger, la situation reste tendue dans l'est de l'Ukraine. Les États-Unis renforcent leur présence dans la région et les forces russes se livrent à des exercices militaires. Un hélicoptère ukrainien a explosé. Le Premier ministre ukrainien accuse la Russie de vouloir lancer, nous citons, une 3e guerre mondiale. En sport, l'ex-entraîneur du FC Barcelone, Tito Vilanova, 45 ans, est décédé ce vendredi. Il souffrait d'un cancer de la glande parotide depuis 2011. L'annonce de la mort de Tito Vilanova bouleverse la Catalogne et la planète football. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes et bon week-end sur Télé Pluriel.